Well, hello everyone. Thank you so much for coming. Bonjour tout le monde. Merci pour être venu aujourd'hui avec nous. My name is Sophia Hafid, and I will be your host for today. First of all, I would like to start with the land acknowledgement. I acknowledge that Carleton University, which has been integral to hosting this conference, is located on unceded Algonquin territory, which is home to the Anishinaabe Nation. This conference was made possible thanks to the Young Minds Grant provided by the Canadian Department of National Defense and the help of the CDSN. Today, we will be discussing the emerging bipolar system in international relations between China and the United States, as well as Canada's place. There have been many recent and ongoing developments that prompted me to feel this topic was a pressing issue in today's world, and that we should be discussing Canada's role and its foreign policy options. Developments such as the situation with the two Michaels, the US-China trade war, China's Belt and Road project, the situation around Taiwan, etc. Now, for this conference, there will be three panels: the decline of American hegemony, China's current foreign policy tactics, which will start at 2:15 p.m., and the third panel, which is Canadian foreign policy options and the aftermath of the AU-KUS agreement, which will begin at 3:30. We have great speakers lined up for each panel. The way this will work is that each speaker will present their topic with slides that will be both shown in French and English. En dépendant du stream que vous allez choisir, je présentera en français ou en anglais. Nous encourageons tout le monde à poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Nous avons un live stream en français et un live stream en anglais. Alors, vous choisirez celui qui vous convient. Pour le panel numéro 1, nous avons la Dr. Elizabeth Larusse, après ça Bob Murray et Dr. Thomas Christensen. Aussi, pour ceux qui ont des présentations, dites à notre équipe d'audiovisuel prochaine diapositive. Je vais maintenant, Dr. Elizabeth Larusse, nous donner sa présentation. Elle est professeure de sciences politiques et d'affaires politiques à l'Université Mary Washington en Virginie, aux États-Unis. Elle est une experte qui a des décennies d'expérience dans la politique de Taïwan, Japon. Elle est intéressée par la question de sécurité maritime, la politique américaine en Asie du Sud-Est et présentement, elle fait des recherches en la diplomatie navale. Merci. Dr. Larusse. Merci beaucoup d'être ici, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Comme vous voyez ici, la présentation s'appelle ici « L'hégémonie américaine et la montée de la Chine ». Et je ne fais pas, ce n'est pas une erreur, vous pouvez imaginer ma thèse. Il s'agit ici de questionner si l'Amérique est en déclin. Vous le savez probablement que depuis que les États-Unis sont partis du Vietnam, considèrent les États-Unis comme étant une hégémonie blessée. Mais depuis ce temps-là, ils ont réévalué la situation, par exemple, pendant leur performance dans la guerre du Golfe en 1991 et aussi pendant la guerre des Balkans, etc., où les États-Unis continuent à surprendre la Chine. La Chine continue à considérer ce pays comme étant blessé et avec un déclin qui va prendre plus longtemps qu'anticipé. Maintenant, passons à la première diapositive qui s'appelle « L'ascension de la Chine et le déclin des États-Unis ». Alors, vous pouvez lire ici une citation de Michael Beckley et Hal Brands d'un article écrit dans le document Foreign Affairs l'année dernière, qui dit que de nombreuses preuves étaient ce point de vue. Et particulièrement la débâcle américaine et leur retrait de l'Afghanistan aussi a supporté ce point de vue qu'ils sont une hégémonie blessée et non pas le pouvoir et la puissance qu'ils étaient autrefois. Alors ici, je viens de montrer quelques exemples que nous pouvons tirer. Par exemple, cette présentation n'est pas
complète, nous pourrions discuter longuement sur le déclin de les États-Unis et la montée de la Chine. Alors, quels sont ces éléments ici? Alors, la débâcle du retrait de l'Afghanistan, on ne peut pas le décrire autrement et les États-Unis faisaient triste figure. La société n'est pas en harmonie en ce moment aux États-Unis. Il y a un manque de stabilité, il y a des protestations, des manifestations, drogue, criminalité. L'économie américaine a beaucoup d'inflation, de stagflation et probablement une récession. Et il y a aussi la réduction des forces armées. Nous sommes à travers le monde H24, mais cela devient de plus en plus difficile de recruter du personnel militaire. Et la diplomatie américaine n'a pas été très présente ni en Europe ni en Asie du Sud-Est. Et donc, cela peut simplement, pour la Chine, vouloir dire que oui, c'est une hégémonie blessée. Alors, la Chine est un pouvoir qui est déjà monté. Ce n'est pas en montée, c'est déjà là. Et c'est une situation très intéressante. Nous savons que est-ce que la Chine, en fait, a atteint un plateau dans sa montée? Et j'essaye de répondre aujourd'hui si, en fait, la Chine a déjà atteint son sommet. Alors, la littérature qu'on appelle Peak China, c'est-à-dire le sommet chinois. Alors, certaines personnes ici ont présenté leur point de vue comme quoi la Chine a maintenant déjà eu son pic, son apex et est en plateau maintenant. Alors, j'ai mis ici une petite liste d'universitaires ici qui ont publié des documents à cet effet. Même il y a aussi, même en 2011, c'était il y a assez longtemps. Et ça s'appelait La Chine moyenne de Salvatore Babones. Et donc, la thèse, c'est que la Chine aurait du mal à sortir du piège du revenu intermédiaire. Et il y a aussi un autre document, Xianxian américain. La thèse est que les États-Unis vont continuer à être la puissance dominante, non pas la Chine. Je discute ces thèses dans un de mes documents. Bon, donc, les éléments du pouvoir national maintenant. Les étudiants vont reconnaître ces éléments, en particulier surtout de Morgenthau, aussi Organsky, Kumar, Palmer et Perkins et autres. Voici la façon dont j'évalue les différents éléments des pouvoirs chinois et américains. Alors, après ça, les ressources naturelles et l'agriculture. Je n'ai pas besoin de vous dire que la Chine a de nombreux problèmes d'un point de vue pollution, non seulement de l'eau, mais de l'air. Et l'eau étant le pire de ces problèmes, ainsi que les rivières qui sont en train de s'assécher. La plupart de l'eau chinoise est non potable, n'accueille pas la vie. C'est utilisé pour irriguer des grandes fermes et donc en train de polluer les produits alimentaires et les rivières sont en train de s'assécher. Et donc, est-ce qu'ils auront un problème de pénurie alimentaire? Ils importent aussi des céréales de l'étranger, mais avec la pénurie, il va y avoir une demande accrue. Donc, le problème de pollution, qui est un problème de ressources naturelles, va véritablement nuire à la Chine et l'empêcher de continuer à monter. Maintenant, la population et la démographie. Vous êtes au courant que la Chine devient de plus en plus âgée, bien plus qu'elle ne devient riche. Et la Banque mondiale a dit que c'est un pays de taille moyenne. Et pour devenir un pays riche, ça veut dire que le revenu moyen doit être de 13 000 $ et quelques. Mais ce n'est pas le cas. Regardons cette pyramide démographique et qui place la Chine en 2018 à gauche et maintenant sur le graphique Chine 2050, vous voyez comment ça a changé. On est passé d'une pyramide à une stupa.
ça devient, parce que la population vieillit. Par contre, les États-Unis, eux aussi, sont en train de vieillir. Regardons 1960 et 2060. Mais on était déjà riches, on y était déjà. Vous vous souvenez, les nouveaux pays industrialisés dans les années 60, 70, 80, Hong Kong, Japon, Taïwan, c'était des pays qui sont devenus riches parce que la population grandissait et il y avait des populations jeunes, plus jeunes que la population chinoise. C'est pas simplement une question de bouche à nourrir, mais aussi de capital humain. Et ça doit ralentir l'économie quelque peu. Maintenant, les dimensions du pouvoir, dont le pouvoir économique. Comparons les États-Unis et la Chine. Après, le PIB, la deuxième plus grosse économie, c'est la Chine. Par contre, il y a une grande différence entre 22 000 milliards de dollars et 17,5 milliards de dollars. Le fait est que quand il s'agit d'argent en poche, ici, c'est vraiment très différent. Mais la grosse différence est le PIB. Regardez les États-Unis. 69 000 est très surprenant comme chiffre, mais chinois, 12 000. Alors, c'est presque 70 000 pour les États-Unis et 12 000 pour les Chinois. Parce que, eux, ils font surtout du commerce extérieur. Et ça, c'est leur dimension. Mais leur dette est énorme. 270 du PIB. C'est énorme. Et alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de FDI, mais pas autant que les États-Unis et les Américains en avaient plus qu'eux autres à cause du COVID et à cause de son classement et sa position par rapport à la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, il n'y en a pas autant. Avec les confinements, ça, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, ça va affecter l'économie chinoise. Et en ce moment, je n'anticipe pas que le président chinois va laisser de côté sa politique zéro COVID avant le congrès qui sera tenu ici au mois d'octobre parce que sa réputation se base là-dessus et ça a beau affecter l'économie, il ne va rien lâcher. L'économie est peut-être lente aux États-Unis, mais elle grandit néanmoins. Enfin, des opinions sont partagées. Bon, le pouvoir militaire. Alors, pour l'instant, on est numéro 1. Les États-Unis sont numéro 1, Chine numéro 2, numéro 3. Et c'est pas trop mal quand même, numéro 3. Et c'est là où la Chine peut vraiment se démarquer. Ils ont la plus grande marine et maintenant les plus grandes forces terrestres. Par contre, ils n'ont pas cette même présence que les Américains H24 à travers le monde. Par contre, ils ont des alliances et les États-Unis aussi. On les a épeurés un petit peu, mais on a des alliances. Mais les Chinois ont des alliances, mais c'est pas exactement une véritable alliance avec la Corée du Nord. C'est plus une entente qu'autre chose. Et nous allons voir que ceci est en fait un élément très important pour la Chine s'il continue à s'insérer dans la mer de Chine du Sud. Alors, maintenant, la suite du pouvoir militaire ici. La base, je dirais, le rythme de construction des nouvelles bases militaires en Asie-Pacifique a été remarquable parce que la Chine est en train d'être de plus en plus militaire. Évidemment, on sait que les Américains ont déjà fait ça, ils l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que nous avons été la puissance dominante dans la région. Nous avons perdu Subic Bay et Clark, qui étaient les deux bases aériennes dans les Philippines. Et donc, on en a moins. Mais on a le groupe qui fait la rotation dans le sud de l'Australie, ou dans le nord de l'Australie plutôt. Mais il y a des petites augmentations de temps en temps à cette présence navale. Et il y aura peut-être une base pour les Chinois au Cambodge, mais c'est à voir encore.
Alors, la géographie. Les États-Unis ont beaucoup de chance. Ils ont le Canada à côté. Nous n'avons aucun problème avec le Canada et le Mexique sur notre frontière du sud. Et nous avons deux océans. Donc, nous avons beaucoup de chance. Mais la Chine, ils ont quoi? 18 voisins immédiats. Et ils doivent pacifier leurs frontières et leurs relations avec leurs voisins sont de façon générale très paisibles. Par contre, ils ont quand même beaucoup de voisins et des voisins qui sont très amicaux envers les États-Unis. Et donc, de temps en temps, il va y avoir des problèmes avec ces pays qui ont des alliances avec les États-Unis. Et les États-Unis, malgré tout, ont quand même une présence dans cette zone. Alors, cette présence dans la mer de Chine du Sud est en train de, en fait, attirer ses voisins plus vers les États-Unis que le contraire. Je ne crois pas que ces pays rentreront dans des alliances formelles avec les États-Unis. Par contre, ils vont peut-être être plus enclins. Un des pays à surveiller sont les Philippines parce que le nouveau président semble vouloir entretenir de meilleures relations avec la Chine tout en maintenant des bonnes relations avec les États-Unis. Maintenant, la diplomatie. Les États-Unis aurait peut-être mieux fait dans les 6 dernières années. La Chine a essayé cette diplomatie du guerrier, du loup guerrier. Ça vient d'un livre et c'était un hit, un tube pas possible. Vous vous souvenez le livre que vous disiez, vous savez qu'au Japon, on ne peut pas dire non, mais les Chinois disent non, vous ne pouvez pas continuer à nous pointer du doigt. Mais la Chine l'a fait et ça a été reçu de façon très acerbe. Et les gens ont eu un peu peur de la diplomatie chinoise. Et Zhao Lijian, et vous le connaissez, le grand diplomate chinois qui est un peu rude et dans la façon dont il parle, et des fois, il ne frotte pas dans le sens du poil. Mais ces tactiques de loup guerrier peuvent être assez difficiles. Et la Chine essaie d'expliquer son histoire et dit qu'ils ne sont pas représentés justement. Et l'Europe a été un petit peu refroidie et peut-être se tourne un peu plus vers les États-Unis. Bon, maintenant, on rentre dans le gouvernement et le leadership. Je crois que la Chine ici détient le meilleur jeu. Comme vous le savez, ils ont un gouvernement central, stable et cohérent. Leurs politiques ont été très cohérentes depuis des décennies. Oui, il y a eu des ouvertures, des réformes, et il y a eu beaucoup de changements. Mais si vous regardez les politiques même et le parti lui-même, ils ont été vraiment très cohérents depuis de longtemps. Un gouvernement centralisé peut plus facilement engendrer des politiques et aussi les mettre en application. Par contre, aux États-Unis, nous avons différents présidents tous les 8 ans, des fois tous les 4 ans. Et je sais que pour eux, c'est très difficile. Et chaque président a ses politiques à lui. Et cela semble être, cela semble être presque irrationnel, difficile, et c'est très difficile pour les Chinois de comprendre la démocratie. Et même les Américains ont du mal à comprendre la démocratie américaine. Donc, c'est assez difficile. Aussi, la politique américaine peut être assez désorganisée, désordonnée. Et je dis ça poliment. Il y a un manque de cohérence, il y a des manques. Nos institutions politiques, en ce moment même, sont fortes d'un point de vue démocratie. Par contre, les Américains ont perdu confiance en leurs institutions politiques. Et ça, c'est un problème quand vos citoyens n'ont plus confiance en vous. Et en autant qu'on sache, il y a encore beaucoup d'appui pour le présent gouvernement. Et nous savons ce qui se passe à Shanghai sur la politique COVID-0.
mais de façon générale, le public chinois semble malgré tout appuyer leur président et leur politique. Bon, maintenant, ce que j'appelle ici la soft power, la puissance douce. Si je devais le comparer à la Chine, les États-Unis en ont plus. La plupart des gens, pas tout le monde évidemment, mais bien des gens à travers le monde admirent les droits de la personne, les démocraties américaines. Et s'ils avaient un choix pour un endroit où ils devaient immigrer, souvent les États-Unis sont le pays de choix pour l'immigration quand les gens doivent faire un changement. La Chine, par contre, a fait un excellent travail quant à la résurrection des valeurs confucéennes, ainsi que les instituts de Confucius, fermés aux États-Unis, mais en train d'augmenter dans les pays moins développés, là où la Chine peut influer. Nous savons que c'est une histoire à succès. Alors, si vous voulez centraliser un gouvernement autoritaire, vous pouvez vous tourner vers la Chine comme étant un modèle. La Chine, en fait, obtenait beaucoup d'admiration jusqu'à trois choses se sont passées. Le traitement des Ouïghours dans le nord-ouest, dans la province de Xinjiang, et aussi le traitement de Hong Kong et la nouvelle loi et empêcher les manifestations et dernièrement la COVID et de ne pas avoir admis que le SRAS était là et que c'était transmissible aux humains et une bonne perte de temps a été faite et bon, la Chine a perdu beaucoup de terrain là. Et maintenant, je ne dis pas que la Chine se met de côté et se range du côté des Russes. Je ne le dis pas. Par contre, ils ont fait beaucoup de choses aussi pour supporter et appuyer l'Ukraine. Mais ils n'ont pas dénoncé le leadership russe ni l'invasion. Donc, ils ont un peu perdu de l'admiration qu'ils avaient reçue avant. Et la diplomatie n'aide pas beaucoup ici. Bon, la prochaine diapo. Je sais que c'est en tout petit. Je ne sais pas si vous allez le voir sur votre ordinateur, mais voici les preuves. Alors, que les gens ont s'ils ont un choix pour immigrer, alors ils regardent les États-Unis, le Canada, c'est numéro 3 comme pays de destination de choix pour l'immigration. Alors, les points de vue sur la Chine, d'après ces preuves empiriques, nous disent que, bon, ce qui en est. Alors, ici, il y a une liste avec beaucoup de pays du monde développé. Mais pour la Chine, il y a un point de vue différent. Mais c'est très différent comparé il y a 5 ans. La plupart de ces pays-là, il y a 5 ans, auraient eu une bonne impression de la Chine. Bon, et pour conclure, vous pouvez lire, je sais. Je suis américaine. J'essaye de ne pas avoir trop de préjugés dans le cadre de mes recherches, mais quand je regarde le tout et je regarde les éléments du pouvoir national, je constate que l'économie américaine est quand même la numéro 1. Elle est quand même une démocratie en dépit du prix. Notre puissance armée est encore numéro 1, même si elle est en train de diminuer d'un point de vue militaire. Malgré tout, nous avons d'excellentes alliances. Nous avons besoin de les renforcer et nous avons encore une présence diplomatique. Ce n'est pas simplement notre State Department, notre ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'excellentes relations avec l'OTAN ainsi qu'avec l'Union européenne, ce qui est très important. Maintenant, la Chine, elle est forte. Est-ce qu'elle va devenir plus forte? Elle est l'économie numéro 2 du point de vue du produit national brut. Oui, est-ce qu'elle pourrait devenir plus grande par personne? Oui. Elle est numéro 3 du point de vue militaire. On verra d'ici quelques mois, d'ici quelques années, comment la Russie va s'en sortir de ce conflit. Et peut-être que la Chine va remplacer la Russie numéro 2 du point de vue puissance armée. C'est la plus grande population et nous savons que par contre, ça va aller dans le déclin. Ils ont quand même des
technologie phénoménale et des installations de fabrication de classe mondiale. Mais avec une population qui diminue, ils vont probablement aller vers la robotique. Mais ils sont très bons là-dedans. Alors, on ne sait pas encore, mais je ne suis pas encore convaincue personnellement que la Chine va continuer sa montée en flèche. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. C'est très, très bon. C'était très intéressant. Maintenant, nous allons avoir la présentation de Dr. Robert Murray. Alors, il est une grande autorité dans la politique et il était conseiller principal à l'Institut Macdonald-Laurier. Il conseille le secteur privé et public à partir de différentes industries, planification, les changements organisationnels, l'analyse de crise et la négociation collective, gouvernance et affaires gouvernementales au Canada et mondialement. Dr. Robert Murray, c'est à vous. Merci, Sophia, de nous avoir donné cette invitation. Alors, c'est un grand plaisir de vous adresser la parole aujourd'hui. Je suis entre deux conférenciers hors pair et la question que je vais traiter est celle-ci. Où est-ce que le Canada se trouve dans cette chicane? Et quelle est cette relation difficile entre les États-Unis et la Chine? Alors, qu'est-ce que nous pouvons regarder dans la politique étrangère canadienne pour comprendre ce que nous sommes en train de faire maintenant et les options qui sont devant nous? Si je me base sur la présentation d'Elisabeth et qu'on regarde les capacités d'un point de vue pouvoir dans deux grandes puissances, le Canada n'est pas à la hauteur. Alors, comment est-ce que le Canada se cadre dans cette relation complexe les États-Unis-Chine? Alors, avec la dernière fois qu'il y a eu une structure bipolaire, le Canada avait l'air de quoi d'un point de vue international sur la scène mondiale? Quels étaient ses intérêts et qu'est-ce que l'on peut apprendre à partir de ce que l'on faisait. Alors, une des préoccupations principales du Canada est dans la dernière irritation de la bipolarité qui était la guerre froide. Il y avait cette idée de comment se faire un cheminement indépendant tout en étant protégé constamment par la superpuissance qu'est les États-Unis. Le Canada s'est toujours assuré d'avoir une politique étrangère indépendante. Bien des gens pensent que notre politique suivait aveuglément celle des États-Unis pendant la guerre froide, mais ce n'est pas le cas. Nous avons toujours été très préoccupés par l'idée de comprendre et comment se forger une politique indépendante tout en faisant des alliances stratégiques avec les États-Unis. Alors, ce qui découle de cela est le concept célèbre que le Canada a aidé à définir et qui se base, qui est utile depuis très longtemps et qui est utile, ce qu'on appelle le pouvoir moyen. On savait que le Canada n'était pas une grande puissance, c'est une puissance moyenne. Alors, le défi ici reste sur comment trouver un système complexe et tout en exploitant nos capacités diplomatiques et commerciales, sans toutefois avoir une force militaire excellente. Et là, on se fie sur les États-Unis pour ce niveau de protection, pour pouvoir augmenter nos limites. L'idée de ce pouvoir moyen est l'idée de poursuivre le cheminement de la puissance moyenne nous a donné des opportunités singulières. Et cela a aidé à former l'identité du Canada et c'est resté constant dans le narratif de la politique étrangère canadienne. Nous avons vu des études qui disent que la plupart des Canadiens acceptent l'idée du pouvoir moyen. C'est là quelque chose qui résonne auprès des Canadiens et la façon dont ce pouvoir fonctionne. Et les Canadiens s'imaginent pouvoir faire les mêmes choses maintenant que l'on faisait il y a 50 ans, en dépit de tous les changements.
Alors, à travers ce concept des pouvoirs moyens, il existe deux éléments que je trouve vraiment très intéressants et qui vont devenir très pertinents. Euh, alors, cette idée d'une stratégie à deux volets, protection et projection dans les intérêts. Alors, nous avons l'environnement de la guerre mondiale et cette idée de la sécurité mondiale a vu que ces alliances euh, euh, voulait poursuivre ses intérêts du point de vue sécurité nationale. On parlait pas mal de valeurs et de normes, ce qui comprend le maintien de la paix, les traités sur les mines terrestres et on allait de l'avant avec des concepts dont les États-Unis ne voulaient pas parler durant la guerre froide. Nous avons pu en parler de façon différente et nous occupions une place particulière. On pourrait parler de ces normes car on n'avait pas l'attente de devoir les appliquer. Et donc, cette idée de formuler des idées, de créer des forums pour en parler de façon sécuritaire qui comprendrait la participation d'une autre personne. Et l'idée d'un organisateur a été mentionnée par le ministre des Affaires mondiales quant à la façon dont nous faisons affaire dans le monde. Et pour ce qui est de la façon de poursuivre cette idée de la protection, de la projection, la tactique de la promotion de notre politique étrangère, c'est le multilatéralisme. Donc, l'utilisation des Nations unies, de l'OTAN, mais aussi des alliances non formelles multilatérales qui servent à promouvoir nos intérêts nationaux. Notre politique étrangère est connue pour l'utilisation du multilatéralisme. Beaucoup de travail a été fait pour se pencher sur sur la façon dont le multilatéralisme a défini notre façon de faire. Et donc, à la fin de la guerre froide, un moment unipolaire a commencé. Les États-Unis étaient classés en premier. Le Canada s'aligne plus avec les États-Unis en 2001. Nous sommes allés en Afghanistan. Et dans l'ensemble, la relation entre nos deux pays comprend beaucoup d'harmonisation au niveau des idées et des gestes. Bien entendu, l'exception, c'est l'envahissement de l'Irak. En 2003, le Canada a décidé de ne pas y participer car on avait l'impression que c'était une violation du droit international et c'est à l'encontre des institutions internationales. Un autre élément, en raison de ce moment unipolaire dirigé par les États-Unis, avoir ce dirigeant signifie que les normes occidentales sont devenues plus communes. Il est difficile de dire si on a mis en œuvre ces principes, mais les choses comme la sécurité humaine et l'idée de passer du maintien à la paix à la construction de la paix, on en a parlé beaucoup et cela a touché les normes occidentales. Cela incarne le principe de protection. Donc, la croissance en libre-échange, le libre-échange est devenu quelque chose de positif pour nous. Nous avons donc fait la promotion de ces normes occidentales. Donc, durant ce moment unipolaire, le multilatéralisme demeurait central pour ce qui est de notre politique étrangère, mais notre rôle dans des institutions formelles a changé. Nous avons vu donc cette transition vers la construction de la paix, l'interventionnisme. On a parlé de l'Afghanistan, euh, on a parlé de la coalition des pays qui sont allés en Libye et on a parlé de la façon dont nous avons utilisé le multilatéralisme. Son caractère a changé. Nous savions que cette alliance avec les États-Unis a été normalisée et que les États-Unis allaient avoir plus d'influence que durant la guerre froide. Durant ce moment unipolaire, un facteur définissant de notre politique étrangère, c'est que nous sommes devenus paresseux et c'était en raison de notre relation avec les États-Unis. euh, Nous n'avions pas à déployer autant d'efforts. Nous avons pu naviguer la guerre froide par voie de notre politique étrangère, car nous tracions une voie comme pays intermédiaire et nous utilisions notre rôle pour poursuivre nos intérêts nationaux et globaux.
C'était nécessaire à la lumière de l'environnement de sécurité et nous voulions également avoir une politique étrangère indépendante des États-Unis. Donc, nous avons dû beaucoup faire pour tracer cette voie. Beaucoup a été fait au début de la guerre froide concernant le rôle du Canada dans le monde et la stratégie a découlé de cette vision. Le moment unipolaire, c'est le début du virage vers beaucoup de propos sans gestes concrets. Et donc, cette paresse entre dans la politique étrangère canadienne et perdure alors que nous regardons à l'avenir. Et lorsque l'on parle de l'ordre mondial et son évolution, que ce soit un pouvoir montant ou déjà monté, pour évoquer les propos d'Élisabeth, l'une de nos limitations, c'est que nous n'avons pas de stratégie internationale. Nous avons très peu de précision quant à nos objectifs interatactiques. Nous avons des objectifs, nous voulons faire des choses et nous défendons les principes que défendent les États-Unis, notamment lorsqu'ils nous disent que nous devons le faire, mais nous n'avons pas de stratégie internationale qui limite notre rôle dans le nouvel ordre mondial. Nous passons vers une politique étrangère sans action, sans plan, et cela signifie que les autres pays nous prennent moins au sérieux. L'idée que le Canada allait perdre son siège sur le Conseil de sécurité des Nations unies, c'est car nous n'avons pas pris au sérieux cette campagne et d'autres pays l'ont fait. Donc, nous avons atteint un moment où le défi est particulier. Donc, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis est en évolution. L'ascension d'un pouvoir non occidental constitue un défi pour le Canada. Comment peut-on travailler avec la Chine en tant que Canada en ne pas étant vu comme mandataire des États-Unis? Cette indépendance durant la guerre froide a permis au Canada de naviguer ses politiques très clairement. Nous avons commencé à être paresseux durant ce moment unipolaire. Donc, la structure internationale a changé et donc notre façon de faire est une question très intéressante. Cette nouvelle bipolarité et son évolution ne signifie pas qu'il y a des stratégies en raison desquelles nous serons couronnés du succès. Nous avons du rattrapage à faire dans les institutions internationales. Nous parlons beaucoup, mais notre contribution à ces institutions est en déclin. Et quelque chose de particulier concernant la question de la Chine. L'un des défis dans le cadre de cette relation, c'est qu'il nous a fallu beaucoup trop de temps avant de voir la Chine comme étant rivale, plutôt comme partenaire commercial. Nous avons travaillé très fort en pensant que nous allions pouvoir travailler de façon constructive avec la Chine, malgré la complexité de la relation entre Chine et les États-Unis. Le Canada avait un point de vue très différent. Nos objectifs en politique étaient très différents. Et que ce soit les deux, Michael, ou d'autres facteurs, toutes ces choses nous font poser la question, est-ce que nous sommes sur le bord de voir une guerre commerciale? Le défi pour le Canada en naviguant cette relation durant l'administration Trump, à cette époque, on a augmenté la pression commerciale sur la Chine et le Canada se trouvait dans une situation particulière. On s'attendait à ce qu'il soit allié des États-Unis, mais tout en protégeant ses propres intérêts politiques avec la Chine. Nous commencions à comprendre le fait que nous n'avions pas de politique claire quant à nos relations avec la Chine. La relation entre les États-Unis et la Chine va déterminer le sort du Canada à cet égard. Nous n'allons pas pouvoir aller de l'avant. Nous allons devoir fonctionner dans cette structure plus large. Mais afin de le faire, nous devons revoir notre stratégie internationale. Et donc, l'absence d'une vision et l'absence de cohérence nous nuit
notamment à la lumière de la complexité de la relation entre les États-Unis et la Chine. La Chine défie de plus en plus la puissance américaine et occidentale et nous avons du mal à comprendre cette menace et nous devons penser à notre capacité d'y répondre. Les structures bipolaires nécessitent un examen attentif des stratégies et des tactiques de la politique étrangère, notamment pour les pouvoirs intermédiaires. Nous n'avons pas à présent de gouvernail, nous n'avons pas de clarté, ce qui signifie que nous serons oubliés ou que les gens abuseront leurs relations avec nous. Nos options sont donc peu nombreuses, mais il est important à ce que nous travaillions avec la Chine et à ce que nous la voyions telle qu'elle est. Thank you so much. And Merci. finally, we will have Dr. Thomas Christensen with the Finalement, presentation Thomas on tensions Christensen, across Taiwan Strait, qui parlera des tensions dans le détroit de Taïwan. Thomas Christensen, c'est le doyen intérimaire en relations étrangères et le directeur du programme La Chine et le monde à l'Université Columbia. Il était professeur William P. Bosler. Il était directeur d'un programme à l'Université Princeton et il est directeur d'un programme de master. Entre 2006 et 2008, il a été secrétaire responsable de relations avec la Chine, Taïwan et la Mongolie. Sa recherche se concentre sur les relations étrangères et la sécurité internationale. Dr. Thomas Christensen, à vous la parole. Merci, Safia. Merci de cette invitation et merci aux autres conférenciers. Je n'aime pas trop le mot hégémonie. Il est important de pouvoir comprendre le pouvoir relatif des États. Pour moi, l'hégémonie suggère que l'État le plus puissant peut avoir ce qu'il veut, peu importe le contexte, mais ça n'a jamais été le cas pour les États-Unis, même au sommet de la guerre froide, les États-Unis ne pouvaient pas avoir ce qu'ils voulaient à l'échelle du monde. Et j'ai beaucoup étudié cette période. Si on pense à la guerre de Corée, les États-Unis avaient toutes sortes de problèmes malgré sa dominance durant la guerre froide. Donc, le contexte importe. Je vais donc me concentrer sur les relations entre Taïwan et la Chine comme étant un enjeu majeur pour la politique étrangère américaine et pour la sécurité mondiale. D'un point de vue mondial, les États-Unis sont bien plus puissants que la Chine. Les États-Unis projettent leur pouvoir militaire. La Chine n'en a pas. Le dollar américain et la réserve mondiale. Les États-Unis ont 60 partenaires et alliés et donc la Chine n'a pas ces caractères, y compris sa projection militaire. Le problème avec les États-Unis, c'est que là où il y aura peut-être des conflits entre ces deux pays, ces endroits sont très près à la Chine et très loin des États-Unis. Donc, la géographie est le facteur le plus important et l'exemple le plus important, c'est Taïwan. Taïwan est à une distance de 100 milles de la côte chinoise. Et donc, la Chine, si elle ne projette pas son pouvoir, elle peut mettre à risque Taïwan, les bases américaines régionales qui peut-être viendraient en aide à Taïwan. La Chine peut déployer des forces aériennes et maritimes. Et la Chine peut mettre à risque tous les partenaires américains dans la région avec ses pouvoirs militaires actuels. Pékin espère, avec cette capacité accrue, de retarder ou de défaire les forces américaines qui viennent dans cette région. La Chine espère pouvoir miner l'aide américaine si des forces militaires sont déployées dans la région. Et vous êtes au courant peut-être des missiles développés par Taïwan, des sous-marins qui peuvent utiliser ces missiles défense aérienne,
des armes anti-satellites, des cyberarmes et des forces nucléaires modernisées. Donc, la Chine est très bien positionnée pour ses relations entre Taïwan et la Chine, mais du point de vue des États-Unis, attaquer Taïwan coûterait cher. Il y a certaines options militaires pour la Chine dans une telle situation. D'abord, c'est un envahissement. Si couronné de succès, un tel envahissement pourrait être décisif, mais c'est très difficile de l'envahir malgré la puissance militaire chinoise. Euh, les États-Unis ont de longues distances à parcourir s'ils veulent venir en aide à Taïwan. Il est encore plus difficile d'envahir Taïwan que c'était pour les Russes d'envahir l'Ukraine. Donc, je dirais que l'envahissement russe de l'Ukraine et la mauvaise performance de la Russie dans le cadre de cet envahissement, c'est quelque chose auquel pensent les leaders chinois au niveau du risque d'un envahissement. Sans doute, la Chine, la République populaire de la Chine est bien plus puissante que Taïwan. La deuxième option, c'est une blocade. C'est assez simple de mettre en place une telle politique et c'est aussi difficile de miner cette politique, mais une telle politique pourrait être quelque chose qui dure longtemps, qui pourrait coûter cher à la République populaire de la Chine et cela donnerait du temps aux États-Unis d'intervenir si nécessaire. Et il peut y avoir des coûts économiques très importants pour la Chine qui est intégrée dans cette région. Ça se peut qu'il y aurait des sanctions qui cibleraient la Chine. Et donc, c'est quelque chose auquel doivent penser les leaders chinois, notamment à la lumière de l'envahissement russe. Les États-Unis et ses partenaires sont assez unis quant à l'utilisation de sanctions à l'adresse de la Russie. Donc, tous ces défis auxquels est confrontée la Chine signifie que dissuader une véritable attaque demeure possible, mais ça devient de plus en plus difficile. Les circonstances doivent être bonnes afin de dissuader un tel envahissement de Taïwan. Donc, les meilleurs moyens de dissuasion sont des menaces crédibles, d'une part, c'est-à-dire d'être punis, mais aussi des assurances crédibles. Et les deux choses sont nécessaires pour qu'il y ait de la stabilité dans cette région. Au niveau des menaces crédibles, les États-Unis ont besoin de plans d'intervention crédibles si le président décide d'intervenir dans le cadre d'un tel conflit. Il faudrait plus de forces mobiles qui peuvent se battre à des portées plus longues. Les pouvoirs militaires de la Chine comprennent des bases et donc les États-Unis doivent pouvoir déployer plus de forces d'une distance. Il faut avoir aussi les capacités de défense avant un conflit. Il faut avoir des réserves nécessaires de matériel militaire. Un blocus coûte très cher et l'envahissement russe de l'Ukraine surligne le fait que les forces militaires de Taïwan doivent être prêtes à l'avance, bien approvisionnées, et la société de Taïwan doit aussi être bien approvisionnée pour faire face à une telle lutte à long terme. Donc, Taïwan sera difficile à attaquer à l'avenir. Il faut aussi des sanctions économiques et l'envahissement russe met en évidence ce côté de menaces crédibles. Mais lorsque les gens pensent aux moyens de dissuasion, ils pensent qu'il y a deux choses, mais il faut non seulement des menaces, mais aussi des assurances. La cible ne devrait pas être punie si elle maintient le statu quo. Et nous devons faire preuve de prudence quant à nos relations avec Taïwan. Nous ne voulons pas franchir la ligne rouge de Pékin. Taïwan et les États-Unis
pourrait faire certaines choses pour promouvoir ces mesures de dissuasion, ce qui signifierait que la Chine se sentirait obligée d'utiliser la force dans une telle situation. Les États-Unis doivent donc ne pas appuyer l'indépendance de Taïwan et les dirigeants politiques de Taïwan ne devraient pas chercher l'indépendance de la Chine si nous voulons pouvoir éviter une guerre à l'avenir. Et malgré les critiques de la politique américaine par les deux partis à Washington, la stratégie américaine quant aux relations entre Taïwan et la Chine a été couronnée de succès au cours des dernières décennies, car cette politique comprend des éléments qui trouvent le juste équilibre entre les assurances et les menaces, et cela s'appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire définir les conditions dans lesquelles les États-Unis interviendraient. Il y a aussi la question de l'approvisionnement d'armes à Taïwan. Il faut aussi protéger la capacité des États-Unis d'intervenir pour aider Taïwan si le président prend une telle décision. Les États-Unis préservent leur présence militaire en Asie. Les États-Unis sont en train de peaufiner cette démarche et en même temps, la politique d'une Chine signifie qu'il n'y a pas de soutien pour l'indépendance de Taïwan et on ne ressuscite pas l'alliance entre Taïwan et les États-Unis qui existait entre la guerre froide jusqu'à 1980. En ce faisant, on va faire fonctionner les moyens de dissuasion. Mais ce qui m'inquiète quant à la compétition entre la Chine et les États-Unis, c'est pas que la Chine est à la hauteur de faire face aux États-Unis, mais pour des raisons économiques et politiques, il est plus difficile de préserver le succès de la politique entre Taïwan et la Chine. Donc, les facteurs qui rendent ce processus plus difficile sont des facteurs militaires. La capacité chinoise militaire a été nettement améliorée. Le nationalisme chinois, Xi Jinping a dit deux choses. Il souligne qu'il faut ressusciter la nation chinoise. Ce n'est pas un thème très important, mais il en parle très souvent. Il a aussi lié les progrès vis-à-vis de l'unification avec Taïwan en tant que condition nécessaire pour la réjuvénation de la nation chinoise. Il y a aussi la question du nationalisme à Taïwan qui devient de plus en plus répandu. Les gens à Taïwan ne veulent pas d'unification avec la Chine, qu'elle soit paisible ou non. Le nombre de personnes qui veut cette réunification est en baisse. Donc, c'est dangereux du point de vue de la Chine. Et c'est vrai, après Hong Kong, Xinjiang et après l'envahissement russe de l'Ukraine, ce qui signifie que les gens ont plus peur de la Chine et que peut-être c'est plus probable de voir une attaque du Taïwan. Les États-Unis sont très inquiets par rapport à l'ascension de la Chine. Il y a des tendances politiques dans les États-Unis qui ont formulé des conclusions très simples à la suite de l'envahissement russe de l'Ukraine. L'une de ces conclusions existait par le passé, mais elle est devenue plus populaire. C'est la notion que Taïwan servirait d'outil pour contenir la croissance de la Chine. C'est un concept qui est très dangereux pour la sécurité de Taïwan. Ça a très peu peut être fait pour protéger Taïwan dans la situation d'un conflit, même avec une intervention américaine. Dr. Thomas Christensen, merci. S'il serait possible d'arrêter votre présentation pour que nous ayons assez de temps pour les questions. Oui, si je pourrais ajouter quelques points de plus. On a tendance de blâmer la Chine pour des problèmes aux États-Unis et
l'un des partis demande des engagements plus fermes vis-à-vis de Taïwan. Si ces engagements étaient mis en œuvre peut-être en 2024 à la suite des élections, et il y aura des nouvelles élections à Taïwan. Donc, ces politiques ne sont pas nécessaires car les forces militaires chinoises s'attendent déjà à une intervention américaine. Il faut donc préciser cette question de l'ambiguïté stratégique. La deuxième chose, c'est que pas mal des propositions rétabliraient une alliance formalisée entre Taïwan et les États-Unis. Et ça a été toujours une condition pour avoir de bonnes relations normalisées entre la Chine et les États-Unis. Donc, je suis inquiet par rapport à ces tendances. Je suis inquiet par rapport aux élections qui s'en viennent à Taïwan. La politique qui est en place a été couronnée du succès. Ça sera le cas à l'avenir. Un conflit dans cette région coûterait cher à la République populaire de la Chine et en fait, la Chine ne veut pas poursuivre un tel conflit. Merci de votre présentation. Nous allons passer maintenant aux questions. Nous avons déjà quelques questions. La première question pour Dr. Elizabeth Lares. Pourquoi le verrouillage du COVID en Chine persiste plus longtemps que le reste du monde, y compris les États-Unis? C'est une excellente question. C'est en raison de la politique de Xi Jinping de COVID-0. La politique a été commencée en 2020 et elle existe depuis 2 ans car Xi Jinping, président, base sa réputation sur cette politique. S'ils mettent un terme à cette politique, ça pourrait être tout un désastre. La majorité des personnes âgées en Chine n'ont pas encore reçu de vaccin. Les aînés donc sont très peu vaccinés. Les gens qui sont vaccinés ont reçu le vaccin chinois et on remet en question son efficacité. On a l'impression qu'il prévient les décès, mais les gens peuvent quand même tomber malades. Donc, si l'efficacité n'est pas très bonne et si la COVID est répandue, si les gens décèdent, la Chine n'a pas les hôpitaux. Les États-Unis ont 26 médecins et lits hospitaliers par 1000 personnes. La Chine en a 6. Donc, à n'importe quel moment, si les urgences chinoises sont submergées par des personnes qui présentent des maladies catastrophiques ou avec des problèmes anodins, la majorité des Chinois n'ont pas d'assurance à part pour des maladies catastrophiques. Donc, ils attendent jusqu'à la dernière minute avant de se servir de leur assurance. La même chose se produirait avec la COVID. Donc, il y aurait pas mal de décès et c'est inacceptable pour Xi Jinping. Donc, il ne va pas lever ce verrouillage. Moi, je dirais qu'il ne va pas mettre un terme à cette politique avant la fin du 20e congrès et probablement pas jusqu'en 2023. Parfait, merci. Une excellente réponse. Et donc, pour Bob Murray, Trump ne permet-il pas au Canada d'identifier plus facilement une voix distincte et indépendante? Oui, ça aurait dû être le cas. Ça aurait dû être un rêve pour le Canada, étant donné le fait que le Canada est impliqué dans la tension entre les États-Unis et la Chine. Mais finalement, le Canada ne tire pas d'enseignement de cette situation. Il ne comprend pas que nous devons faire passer les choses à une nouvelle époque. Trump était censé être ce rêvé, non seulement en raison de la situation avec la Chine, mais voir les États-Unis sortir des institutions multilatérales signifie que le Canada a dû se poser la question: quel est son rôle si les États-Unis ne nous défendent pas? L'époque Trump a touché à sa fin et donc la politique étrangère canadienne n'a pas changé beaucoup depuis. Nous n'avons pas vu les progrès que nous aurions dû voir à la suite de cette époque. Merci de cette réponse. Et donc, pour Thomas Christensen,
Taïwan, qu'est-ce qu'il apprend d'envahissement russe de l'Ukraine? Certaines personnes à Taïwan ont l'impression qu'un pouvoir plus faible peut miner les progrès de forces militaires plus fortes. Il y a un débat en cours concernant le matériel militaire à acheter, la doctrine militaire à adopter. Et donc, sous le président Tsai, beaucoup de gens demandent à ce qu'on adopte une approche asymétrique. C'est une démarche pansociétale et on met l'accent sur les choses comme les missiles mobiles et portatifs et les gens, certains acteurs s'y opposent, des intérêts de la défense plus traditionnels. Je crois que l'envahissement russe de l'Ukraine va renforcer l'argument selon lequel Taïwan doit repenser sa démarche quant à la défense à long terme et le matériel dont il devrait se procurer, la formation qu'il devrait faire. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est la bonne conclusion. Il faut aussi avoir le matériel d'armes nécessaires pour faire face à un envahissement. La République populaire de la Chine a la capacité d'effectuer un blocus contre Taïwan à la suite du début d'un conflit. Donc, on voudrait à ce que les forces militaires de Taïwan soient approvisionnées au niveau des armes. Une excellente question. Mais certaines personnes disent que la Chine n'est pas prête à intervenir. Certaines personnes posent la question que les États-Unis n'interviendraient pas en situation de conflit entre Taïwan et Chine. Je comprends pourquoi la République populaire de Chine Je peux comprendre aisément pense à pourquoi cet égard. la République fonctionne. On manipule les médias sociaux à Taïwan. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions supplémentaires pour la docteure Elizabeth Laris. Hypothétiquement parlant, si la Chine devait devenir le pouvoir dominant, est-ce qu'ils vont communiquer leur politique communiste au reste du monde? Non, pas pas dans la veine de Karl Marx. Par contre, il a utilisé le terme communisme parce qu'il voulait il voulait vraiment en fait exporter le socialisme qui est un, euh, un système politique et c'est l'État qui contrôle les moyens de production. Et donc, je ne crois pas que la Chine va exporter le communisme socialiste ni communiste. Par contre, si la Chine devenait numéro un de point de vue puissance, dans ce cas-là, ils exporteraient les principes du léninisme, c'est-à-dire le gouvernement qui est mené par un petit groupe et beaucoup de prolétariat en dessous. Donc, il y aurait une petite élite qui serait responsable de tout le monde et tout le monde serait obligé de suivre les règles parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul leader. Alors, non seulement est-ce que le leadership du pays serait tout petit et le pouvoir dans quelques petites mains, mais ces personnes-là seraient organisées aussi hiérarchie, tout comme on voit dans le cas du Parti communiste chinois. Il y a un comité central, le parti, les membres, enfin, c'est une pyramide. Donc, absolument, il ne ferait aucun doute que si la Chine devenait la puissance numéro un, ils exporteraient le gouvernement central, le pouvoir dans quelques mains, sans capacité de dissension. Au revoir la dissension, les manifestations, la liberté dont les gens jouissent maintenant. C'est ça qu'ils exporteraient certainement. Oui, c'est tout à fait juste. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour une question supplémentaire et après ça, nous allons prendre une pause. Alors, la question pour Thomas Christensen. Le site web a enlevé
le libellé comme quoi la Chine fait partie de Taïwan fait partie de la Chine et les États-Unis n'appuient pas cette indépendance taïwanaise. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ce libellé? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est un peu, ça induit un peu en erreur. Ça induit les choses un petit peu en erreur pour le public. Ça, ça dit que les États-Unis reconnaissent la position de Taïwan et que Taïwan fait partie de la Chine. C'est la position traditionnelle américaine depuis 1972 et aussi dans la politique étrangère qui remonte même au début de la guerre avec la Corée en 1950. C'est-à-dire que officiellement, les États-Unis ne prennent pas position sur l'aspect souverain de Taïwan, mais elles n'appuient pas l'indépendance proprement dit de Taïwan et demandent une résolution paisible de façon qui est compatible et qui serait compatible avec la paix des deux côtés. Ce sont les fondements même de cette politique ambiguë que j'ai mentionnée tout à l'heure. Mais ça n'a pas été le cas par le passé que les États-Unis ont dit que ça fait partie de la Chine et maintenant ça ne l'est pas. Mais ça a été le cas que les États-Unis ont dit qu'ils n'appuient pas l'indépendance de Taïwan. Ça serait radicalement différent si le ministère disait non, nous allons appuyer l'indépendance de Taïwan. Mais ils ont enlevé cette déclaration du site Web et qui était assez rassurante. Alors, on peut s'imaginer toutes sortes de raisons pour lesquelles ça a été le cas. Mais l'administration Biden peut-être ne veut pas avoir l'air d'être faible sur la question taïwanaise relativement à la Chine. Et donc, pourquoi mentionner quelque chose pour lequel il pourrait être critiqué par la suite? Donc, alors peut-être mieux de l'éliminer. Alors, ce n'est pas exactement un changement d'un point de vue politique, mais un changement peut-être diplomatique, parce qu'on a enlevé une longue partie de notre politique et de la discussion. Et vous avez demandé quelle était la réaction du continent chinois. Eh bien, c'était très, très négatif, évidemment. Ils ont dit en fait que c'est en train d'appuyer une Chine, un Taïwan. Ce n'est pas inhabituel d'avoir des réactions de ce genre, mais ça a entraîné une réaction assez prévisible. Je crois que les États-Unis devraient laisser se libeller et ne devraient pas dire qu'ils n'appuient pas ils ne devraient pas mentionner qu'ils appuient ou qu'ils n'appuient pas l'indépendance. On a évité des provocations avec le continent chinois qui pourraient mais il existe des éléments assez radicaux dans le parti démocratique, mais sous la constitution taïwanaise, la présidente là ne peut pas se porter aux élections encore une fois. Est-ce qu'elle sera remplacée? Est-ce qu'elle sera remplacée par des personnes plus modérées? Est-ce que ça va entraîner au contraire des déclarations plus enflammées? Et en 2024, nous aussi, on va avoir des élections aux États-Unis et c'est tout à fait incertain qui va gagner ces élections-là. Peut-être Mike Pompeo a dit que les États-Unis devraient reconnaître la nation taïwanaise et nous savons que John Bolton, l'ancien conseiller, a dit qu'on devrait avoir même des troupes à Taïwan et beaucoup de troupes. En fait, former une alliance avec Taïwan. Personnellement, je pense que ces politiques entraîneraient certainement une guerre et je crois qu'on ne devrait pas empêcher une guerre en la causant. C'est un principe de base. Et même si on a beaucoup de forces militaires que l'on peut envoyer vers un problème, il n'y a rien que les États-Unis pourraient faire pour protéger Taïwan de dommages sérieux. Tous les Américains aiment Taïwan et ils aiment Taïwan tellement qu'ils pourraient causer sa mort. Bon, alors merci maintenant. Nous allons prendre une petite pause et on va revenir au deuxième panel à 2h15. Je suis désolée de devoir quitter plus tôt. Non, non, nous sommes très ravis de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Passez une excellente journée. Oui, merci et à tout à l'heure. Donc, nous recommençons à 14h15.